un titre de qualité, c'est quoi ça? Deuxième partie. Alors, chers auditeurs, et je dis auditeurs, mais il y a des gens qui nous regardent, je n'ai même pas le mot en tête, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que ça vous a habité le sujet. Peut-être que vous venez tout juste d'écouter l'autre épisode en voiture, puis que là, vous êtes avec nous tout de suite après pour la suite des choses. Vous n'avez pas eu le temps nécessairement de faire ça, mais on poursuit dans la réflexion, le regard, dans le fond, sur la définition et qu'est-ce que représente être un titre de qualité. Toujours en compagnie de François. Là, je commence à savoir que ça va bien. Toujours le même veston, vous voyez que là, ça fait un épisode. Salut les auditeurs. Moi, je vais saluer nos téléspectateurs. Téléspectateurs. C'est ça le mot qu'on cherche. C'est ça, je sais pas. C'est dans YouTube, on étudie une télé. On cherchera le mot, puis on va s'améliorer. Mais donc, on poursuit. Donc là, je veux nous replonger dedans. Je vais reposer la question. Je pense qu'on a déjà parlé un petit peu, mais c'est quoi le risque, mettons, qu'on prend si on décide ou si on s'en fout puis qu'on se positionne sans s'en rendre compte sur un titre de qualité médiocre? C'est quoi le risque qu'on a? Bon, contrairement à un titre de qualité que généralement, pas tout le temps, a tendance à monter dans le temps, des titres de moins bonne qualité, généralement, c'est des titres qui ne sont pas profitables. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon investissement pour le long terme, c'est juste, on s'achète comme un billet de loto. Ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais une compagnie non profitable, les risques encourus, eh bien, si on achète ce titre-là, il y a une mauvaise nouvelle, une mauvaise passe, les indices chutent. Souvent, ces titres-là vont chuter fortement et puis souvent, ils ont de la misère à remonter. Parce que souvent, les titres de moins bonne qualité qui ont beaucoup monté sur un hype, que ce soit les titres de crypto-monnaie, que ce soit les titres de cannabis, que ce soit les titres de véhicules électriques, ont beaucoup, beaucoup monté. Et puis là, les marchés ont stabilisé, ils ont eu une rechute, ils ont eu une chute, puis ces titres-là ont fortement chuté. Pendant ce temps-là, les titres remontent, les indices remontent, puis ces titres-là de piètre qualité n'ont pas remonté vraiment. Donc, je ne sais pas si Patrick, tu as des secteurs en tête ou des exemples. Bien, avant d'aller dans les secteurs, tu sais, moi, ce que je retiens de ça, le risque, vous avez sûrement déjà entendu l'expression « la décennie perdue ». Si tu as investi dans un titre de piètre qualité qui a perdu 90% de sa valeur, ça se peut que ça prenne 10 ans à revenir. S'il revient, ça se peut que ça prenne 10 ans à revenir. Puis dites-vous une chose, s'il a perdu 90% de sa valeur, pour revenir à la valeur qu'on était, sur ce qui reste en valeur, on va aller chercher du 1000% de rendement. C'est capoté, oui, là. C'est ça. C'est pas facile, là, tu sais. Puis, l'autre point qui m'est venu en tête quand tu parlais de ça, la crise des dot-com, il y a plein de compagnies qui ont planté, mais les titres de qualité qui sont encore là aujourd'hui, ils ont réussi à passer au travers, puis ils ont eu des croissances exceptionnelles. Donc ça, ça tenait une preuve là, que ça se peut même dans les crises. Là. C'est ça, puis quand tu parles du dot-com, je me suis fait challenger l'autre jour, puis c'est parfait, j'adore me faire challenger. Je crois que c'est le titre de Intel, qui est quand même un titre de qualité. Il faudrait que je vérifie, mais dans la crise du dot-com, c'était quand même un titre de qualité. Ça y a pris quand même beaucoup, beaucoup de temps à remonter puis à revenir à son prix de plus haut. Donc, c'est pas nécessairement parce que c'est un titre de qualité que ça fait juste monter. Évidemment, il y a des exceptions dans n'importe quoi, mais généralement, c'est ça. Donc, les titres de qualité, généralement, oui, ils vont corriger avec les indices, sauf quand c'est le temps de remonter, ils vont remonter plus rapidement et plus facilement à leur point initial là, versus les titres de moins bonne qualité. Oui, puis le Intel en 2022 a vraiment chuté aussi, là, donc il est dans une position actuellement où il est très bas. Est-ce que c'est un aubaine? On ne sait pas. Allez voir vos choses, allez regarder ce que vous voulez, mais ça reste que c'est quand même une compagnie qui est encore très, très, très établie. Donc là, on a vu, on a répété, encore, on parle du titre de qualité, on a vu des risques, tout ça. Donc, ce qui serait intéressant, là, c'est rapidement, là, quelle catégorie de titres qui ne se retrouvent pas dans la catégorie qu'on cherche là, de titres de qualité. Là. Le premier qui me vient en tête, on a parlé les penny stocks. Ça, c'est sûr. Mais la raison derrière ça, là, c'est quoi la raison? On a parlé de manipulation. Selon toi, là. Puis après ça, on va faire un petit peu de chemin là-dessus. Là.
Les penny stocks, pour moi, pourquoi c'est pas nécessairement des titres de qualité? Encore là, je ne dis pas que les penny stocks, c'est pas des compagnies de qualité, mais c'est ma définition à moi de titres de qualité. Pourquoi les penny stocks ne rentrent pas là-dedans? Souvent, c'est des jeunes compagnies qui sont en mode d'exploration, de projet. Donc, c'est des compagnies non profitables. Donc, si c'est non profitable, pour moi, c'est pas intéressant d'investir là-dedans. Donc, sinon, à mon tour, je vais donner un Avant, je veux continuer sur le penny stock parce que là, tu as dit compagnie jeune, recherche et développement, en fait. Beaucoup de recherche, pas d'assurance. À un moment donné, Tesla, malgré la grosseur, est encore dans même si elle prend de l'âge, elle prend de la maturité, elle est encore dans cette catégorie-là, là, techniquement, selon la définition que tu me donnes. Là, je pose la question. Oui, non, puis tu m'amènes sur un sujet que j'aime bien, Tesla. Non, parce que ceux qui me connaissent au début, en 2018-2019, quand j'avais parti des tradings, je disais que Tesla n'était pas, puis c'est un très bon exemple. Puis je vais faire mon meilleur culpa, mais j'ai quand même eu raison. Mais Tesla, selon la description que le monde... Qu'est-ce que je dis? Tesla n'était pas profitable, ne faisait pas d'argent. Donc, je disais que ce n'était pas nécessairement un titre de qualité. Là, tout le monde disait, François, franchement, Tesla, c'est l'avenir. Oui, comme les autos électriques, c'est l'avenir. Mais tu sais, si on regarde l'EV au Canada, c'est pas profitable. Puis l'action a monté puis a chuté fortement. Mais Tesla, ils ont été les premiers. Un peu, tantôt on ira dans la crypto. Exemple, le Bitcoin, c'est les premiers. Mais bref, Tesla, je faisais souvent des analyses à la baisse. J'avais raison, là. Le titre a passé de 300 $ à 50, puis après ça, ça l'a remonté. Mais c'était une compagnie non profitable. Donc, sur le court moyen terme, j'avais raison. Mais est-ce que je vais shorter? Premièrement, moi, je ne fais pas d'investissement long terme à la baisse parce que je suis un peu du style Warren Buffett, puis toi aussi, je pense, là, quand on investit dans des actions sur le long terme, on investit à la hausse, mais il n'y a rien qui empêche sur des compagnies, un peu comme Tesla, même des compagnies profitables. On peut faire des ventes à découvert à court, moyen terme. On peut en profiter. Donc, c'est ça, Tesla. Je me suis fait souvent lancer des roches que j'avais pas raison. À court, moyen terme, j'avais raison, mais jamais j'aurais vendu du Tesla à long terme parce que c'est quand même, faire une vente à découvert sur des autos électriques, sachant que c'est l'avenir, il faut pas être un peu fou. Il y en a qui peuvent le faire. Mais c'est ça. Et puis là, au courant des années, Tesla a monté jusqu'à 1000 $, je crois. Puis à partir d'un certain moment, ils ont commencé à faire de l'argent. Donc, Tesla sont profitables maintenant. 2019. À partir de 2019, on le voit que revenus bruts et revenus nets sont positifs, là. C'est ça. Donc, à partir d'un certain moment, Tesla est devenu profitable. Donc là, j'ai changé de camp pour ma définition de titre de qualité. Là, je serais peut-être intéressé à investir sur le long terme sur une compagnie profitable comme Tesla. Puis, si on regarde, parce que des autos électriques, il y en a beaucoup là, au Canada, on parle de la compagnie LEV, L-E-V, c'est pas une compagnie profitable. Donc, je répète le même scénario, j'ai le même discours que j'avais avec Tesla. Présentement, LEV, j'aimerais mieux faire des ventes à découvert à court, moyen terme. Est-ce que je vendrais à long terme, investir dans une compagnie à la baisse sur l'EV? Non, parce que c'est quand même l'avenir, là. C'est comme les compagnies d'intelligence artificielle, là. Il y en a plein qu'aujourd'hui qui ne sont pas profitables, puis ils développent des trucs, puis le titre monte, puis je ne vais pas investir à long terme sur ces compagnies-là tout de suite. J'aime mieux. Puis Warren Buffett, mon chum, il fait ça aussi. Quand il a décidé d'investir dans Apple, pourquoi il ne l'a pas fait quand le titre valait 50 sous? Puis, parce que Apple n'était pas profitable au début. Puis pourquoi il a décidé d'investir quand Apple, je me souviendrai toujours, je donnais des cours magistraux dans ce temps-là, des cours d'analyse technique en présentiel, puis c'était quand Apple, il valait 100 $. À un moment donné, Warren Buffett a décidé d'investir à 100 $. Pourquoi il n'a pas investi 50 millions d'actions à 50 cents? Il aurait fait bien plus de cash. Warren Buffett aime mieux investir dans des compagnies qui sont profitables, quitte à payer un peu plus cher. Parce qu'après ça, c'est plus sécuritaire. C'est ça un titre de qualité. Donc, la même chose pour moi. Tesla, dans le temps, je n'aurais pas investi. Là, j'aime mieux payer un peu plus cher, mais je m'assure que la compagnie est profitable. Donc,
Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en allait dans quelle direction. On parlait de penny stock, de recherche et développement. En fait, elle s'est qualifiée, la compagnie, dans ta définition. C'est que dans ma définition, oui, c'est ça. Ça peut, à un moment donné, ça mature, une compagnie. Ça peut devenir une compagnie de qualité. Là. Ça peut c'est pas parce qu'elle n'est pas bonne une année, 10 ans après, elle n'est pas bonne encore. Mais je trouvais ça intéressant vu qu'on a parlé de ça. Là, on voulait bifurquer dans les autres catégories de produits moins bons. Là. Donc, là, il y a la crypto. Bien des gens se posent des questions là-dessus. Là. C'est comment on fait de savoir si c'est de qualité, la crypto? La crypto, c'est ça. C'est contrairement au marché des actions qu'on peut faire un bilan. Souvent, la crypto, le monde va dire c'est pas tangible. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils produisent, tout ça. Ils ont raison en partie. Mais la crypto-monnaie, c'est un modèle d'affaires différent d'une compagnie. Et qu'est-ce que vous voulez? On est en 2024. Donc, par exemple, si on veut investir, la crypto, c'est jeune pour beaucoup de monde, mais ça fait quand même longtemps que ça existe, là, au début des années 2000, je crois. Mais je crois je pense que le Bitcoin, on entend un peu plus parler depuis 2008-2009, quand ça valait pas grand-chose. Donc, les fameux shitcoins, on pourrait comparer ça au penny stock. Puis les titres de qualité, encore là, ce n'est pas des recommandations d'achat, mais moi, c'est très risqué le domaine. Très, très risqué. Mais si j'avais à investir dans la crypto-monnaie, j'aurais tendance, un peu comme les autos électriques dans le temps, là, il y avait plusieurs choix, mais comme les autos électriques, la crypto, si j'avais à aller dans un titre de qualité, pas un titre de qualité, si j'avais à investir dans une compagnie que je ne sais pas trop comment pricer ça. Dans le temps, j'aurais été avec Tesla parce que on entendait parler, puis Elon Musk, ça faisait quand même longtemps que c'était on connaissait le personnage, puis où est-ce qu'il s'en allait. Mais j'aurais jamais fait ça sur le long terme quand ça valait 50 $. À 300-400 $, j'aime mieux investir parce que je sais que c'est profitable. Le Bitcoin, on ne peut pas dire que c'est profitable point de vue état financier. Encore là, il faudrait peut-être en discuter plus profondément, mais bref. Ça ne produit pas de valeur. C'est juste une monnaie. Ça ne va pas produire. Non, c'est ça. C'est comme dire je vais investir dans le dollar canadien parce que c'est un titre de qualité. Comment on peut pricer ça? Mais bref, dans la crypto-monnaie, le Bitcoin, il est plus populaire. Puis là, il y a eu des développements dans les dernières semaines, derniers mois, concernant des fonds négociés en bourse, des ETF qui s'est créé sur la crypto-monnaie. Donc, on voit que tranquillement, peut-être un peu comme Tesla dans le temps, il prend sa place, puis il est en train de montrer qu'il va devenir un joueur majeur dans la crypto-monnaie. Donc, le Bitcoin, pour l'instant, si j'avais à mettre un 2 $ en papier, j'aimerais mieux le mettre sur la crypto-monnaie. Puis, un peu comme le Tesla, Tesla, je ne l'ai pas acheté, mais du Bitcoin, j'ai une certaine exposure sur le Bitcoin encore là, ce n'est pas des recommandations d'achat, je fais juste partager qu'est-ce que j'ai. Je suis dans la crypto avec BTCC.B. Au Canada, là, c'est un ETF sur la crypto-monnaie. Donc, j'ai une certaine exposure à la crypto-monnaie, mais c'est une faible partie de mon portefeuille. J'aurais dû le faire pour les autos électriques, mais la crypto, ça m'a comme plus parlé. Mais bref, c'est ça. Y a-t-il des crypto-monnaies de qualité? Encore là, je vais laisser peut-être les spécialistes crypto définir c'est quoi une crypto-monnaie de qualité, mais à mes yeux, le Bitcoin, c'est peut-être la crypto-monnaie la plus de qualité qu'on peut voir. C'est sûr qu'il y a une technologie derrière, il y a une tendance. Oui. Est-ce que parce que ces cryptos-là, ils ont d'autres utilités que juste une valeur d'argent, est-ce qu'elle va régler quelque chose de société? Mais ça reste des startups, ça reste au même titre, dans d'autres catégories de titres ou des catégories qui ne sont pas nécessairement des titres de qualité, c'est qu'il y a des grandes zones. Mettons, à un moment donné, c'était le cannabis. C'est de la spéculation pure. Quand ça se met à sortir, c'est toutes des startups. Là. Il n'y en a aucune qui fait de l'argent. Ouais. Il y a eu une bulle. Là, ça a redescendu. Mais là, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de... On n'entend pas parler de ça nulle part maintenant, là. Non, puis la crypto-monnaie, le Bitcoin, c'est une bulle. On a déjà eu cette discussion-là pour moi, là, puis à chacun il a sa façon de voir les choses. Mais moi, le Bitcoin, je vois ça parce que c'est un mode de paiement. Oui, c'est plus que ça, mais je le sais. Mais on s'en sert beaucoup pour faire des paiements de choses. Ouais. Moi, je le vois plus comme une monnaie, comme une devise. Ouais. Donc, si dans mon livre à moi, c'est une devise, si c'est une monnaie,
c'est pas normal que ça soit volatile comme ça. Mais écoutez, tu sais, la crypto qui bouge de 5% dans une journée, c'est le fun pour les investisseurs ou les spéculateurs, mais on ne voit pas le dollar canadien bouger de 5%. Fait qu'éventuellement, peut-être que le Bitcoin va se stabiliser. Moi, je vois plus ça comme une monnaie. Donc, tu sais, on investit. Est-ce qu'on investit dans une monnaie? Oui puis non, là. Patrick qui donne des cours de Forex pourrait nous en parler, là, mais tu sais, est-ce qu'on investit dans... On spécule surtout. Tu sais, on peut se protéger. C'est ça. Investir, non, je vois pas ça comme ça, non. Le Bitcoin, c'est comme le gold 2.0, là, c'est l'or 2.0, la monnaie digitale. Ouais. Le monde, il dit c'est comme une valeur refuge, donc on achète le Bitcoin. Moi, c'est comme ça, je le vois. Ouais. Puis en plus, il n'y a pas d'activité. L'or, il y a un inventaire physique. Puis le Bitcoin, il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de... Tu sais, une monnaie, quand tu dis elle ne fluctuera pas, c'est parce que la Banque centrale a réagi puis a fait quelque chose. Tu sais, si elle était laissée à elle-même, les monnaies, ils fluctueraient aussi probablement, là. Hein, s'il y a une guerre, ça part d'un bord, la Banque centrale, il n'y a pas de banque centrale, ça ne fait rien, c'est appuyé sur rien. C'est un peu la même chose, là. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas... c'est ça, là, encore là, je parle vraiment comme un néophyte. Je connais beaucoup d'affaires, mais je vais parler comme un néophyte. Mais tu sais, le dollar canadien, c'est la Banque du Canada. Le dollar américain, tu as la Banque américaine. La livre sterling, le pays... Bank of England. Bank of England, tu sais, mais... C'est comme contrôler un peu, puis les fervents de crypto-monnaie, c'est ça, c'est d'être décentralisé, c'est de sortir du gouvernement. C'est ça. Le Bitcoin, il n'y a personne, il n'y a pas de banque qui contrôle ça. C'est ça la beauté de la chose, c'est ça que le monde aime. Donc, c'est la noblesse de la chose, mais ça vient avec un prix à payer, c'est que c'est plus chaotique. Il n'y a pas de contrôle, puis c'est correct. C'est juste... c'est des réflexions qu'on vous fait encore là, c'est vraiment une opinion... Puis on ne se considère pas, ni François ni moi, là, des méga experts des cryptos. Là. On les regarde comme produits financiers, mais c'est un regard extérieur. Mais je trouve ça intéressant de réfléchir là-dessus. Là, parce qu'on... même quand tu parles de titre de qualité, il y a certains critères que tu vas regarder, mais quand tu regardes un ETF, pas facile à dire, c'est un secteur, donc on est diversifié, donc on est sécurisé, mais on ne peut pas mettre une note... Est-ce que c'est un ETF de qualité, tu sais? Est-ce que tu es capable de faire ça? Bien, généralement, la plupart des titres qui sont dans des ETF généralement sont de qualité. Ouais. Mais il y a quand même des ETF, des fois, qui ont des compagnies, on se demande qu'est-ce qu'ils font là. Je me suis... Exemple, un ETF, je me souviens plus lequel, aux États-Unis, puis il y avait quand même des compagnies profitables là-dedans, puis il y avait un GME. Tu sais, le fameux GME qui a explosé de 500 ou 1000%. Tu sais, des compagnies qui font pas d'argent, là. Tu sais, qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'ETF? Je ne sais pas. Fait qu'un ETF, ça englobe beaucoup de compagnies du même secteur. Puis de toute évidence, c'est pas nécessairement juste des compagnies profitables, mais la majorité, oui. Là. Mais c'est sûr qu'on va se dire qu'il y a quand même des analystes puis une équipe de plein de gens qui ont évalué l'espèce de portfolio de cet ETF-là. Là. On va s'en remettre à ces gens-là, mais on n'est pas capable de juste rapidement, parce qu'on peut... le titre de qualité, tu es capable en 30 secondes, toi, là de dire ça n'est un, ça n'est pas un, ça prend pas des heures, tu sais. Peut-être juste reviser, puis ça, j'ai sorti les points d'un article de blog là, que tu as sur le site detrading.net, que je vais mettre dans la description du podcast, mais j'ai sorti les points que tu as ressortis dans l'article de blog, dans le fond, tu sais, pour... c'est quoi les règles de pouce? On a parlé un petit peu d'une entreprise qui est établie dans son secteur depuis plusieurs années. Donc, les startups, ça ne rentre pas là-dedans. Les autres choses que j'ai vues existent même depuis plusieurs décennies, c'est encore mieux. Une compagnie reconnue comme un leader. Là, le Tesla est rentré là-dedans, tu sais. Le leader, tu sais, il va déranger les autres, il va pousser il y a du leadership dedans. C'est un leader, puis il est rendu profitable. Donc, en plus, il prend du poids, là. Donc, c'est des produits, services qu'on connaît. Là. Souvent, c'est des choses qu'on consomme même quotidiennement. Donc là, tu viens de le nommer, la compagnie elle est profitable, donc elle génère des profits, pas juste un revenu, des profits, c'est important. Puis ça, c'est Marc qui nous l'avait dit, est-ce qu'il y a une croissance dans la croissance? Ça m'habite, Marc, si tu l'écoutes, merci encore. Est-ce qu'il y a une croissance? Est-ce que le revenu net augmente d'année en année? Ça fait une grosse différence aussi là, pour nous aider. Donc, on fait mettre une moyenne mobile sur la croissance. Hein. On voulait, là, on pourrait l'analyser comme ça.
Après ça, les autres points qui ont sorti, une compagnie qui affiche un revenu en croissance. Donc, tu l'as nommé dans le blog. Une compagnie qui offre un dividende stable aussi. S'ils sont capables, année après année, de donner un dividende, c'est quand même un bon signe. C'est quand même un signe de santé. C'est des points qui ont sorti. Est-ce que tu en aurais d'autres que tu aimerais nous partager? Souvent, il y a un ETF, je crois, qui regroupe les compagnies aristocrates. Les compagnies aristocrates, justement, c'est des compagnies, je crois que ça fait 25 ans qu'ils sont en bourse. Donc, c'est généralement des compagnies qui, je pense aussi que la plupart donnent des dividendes, là. Donc, c'est des compagnies quand même top qualité. Et puis, pour faire du pouce, qu'est-ce que tu parles là, de Marc, en parlant de voir les revenus qui augmentent, encore avec notre superbe outil TradingView, on peut voir à droite, en bas à droite, quand on regarde un titre, dans les descriptions, il y a un petit graphique, puis on voit les revenus bruts, on voit les revenus nets avec un bel histogramme. Donc, on peut voir là, les revenus nets. Ouais, dans la section des watchlists. Vous ouvrez watchlist, ça va se retrouver en bas. Là. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui, suivez le cours de Patrick TradingView. Merci. qui explique très bien comment utiliser ces outils. On fait le tour de pas mal tout ce qu'il y a dedans. Là, ce que ça m'amenait, avant de finir la conclusion, le terme blue chip, on n'entend plus ça. Oui. Avant, il y avait des compagnies, c'était sûr, ça n'existe plus. Là. Dans le sens, on ne peut pas s'accoter, on ne sait pas. Fait que je ne sais pas, c'est quand ça a disparu, qu'est-ce qui a fait ce 2008? Bonne question. C'est quand? C'est drôle parce que j'ai lu un matin, il parlait, dans le temps, l'indice de référence, c'était le Dow Jones. Le Dow Jones, c'était les compagnies industrielles, les grosses compagnies, les blue chips. Puis là, depuis un certain temps, depuis plusieurs années, même le S&P a dépassé le Dow Jones parce que le S&P, c'est les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Puis là, maintenant, il y a un peu plus d'action technologie. Il veut pas, c'est comme ça. Puis c'est une technologie qui drive les indices. Donc, puis là, on voit qu'il commence à avoir quand même il y a quand même du Apple dans le Dow Jones, là. C'est pas un titre industriel, Apple. Fait que les différents indices, ils changent, ça mute. Donc, tu sais, des blue chips, ça, c'était le terme que nos parents, pas nos grands-parents, nos parents utilisaient. Ouais. Mais maintenant, un blue chip, on peut-tu dire qu'un Apple, c'est un blue chip? En tout cas, moi, la définition que j'ai d'un blue chip, c'est un titre de qualité. Puis encore là, je pense comme nos parents, c'est un titre industriel. Ça produit quelque chose. Mais maintenant, il y en a dans leur livre, eux autres, à cause de l'intelligence artificielle, NVIDIA, ils vont dire que c'est un blue chip. Avec les fortes volatilités qu'on a des dernières semaines, années, je sais pas, un blue chip, là, c'est un titre qui, oui, de qualité, qui monte, qui est stable, on peut s'appuyer dessus pour qu'on va mourir avec. C'est ça pour moi un blue chip. Mais c'est vrai, on dirait qu'on n'entend plus parler beaucoup de ces l'expression. C'est ça. C'est dans le folklore. Ça évolue. C'est comme ça, l'évolution de la réalité. On n'a plus la même réalité qu'il y a 50 ans ou 40 ans. Alors, tu sais, on s'est comme... je pense qu'on a quand même couvert plus que ce que je m'attendais. Je m'attendais à une petite introduction, mais on a quand même gratté des choses qui sont vraiment intéressantes. Mais tu sais, même si en deux fois 20-25 minutes, on ne peut pas tout parcourir, mais ce qu'on peut retenir, dans le fond, le plus qu'on devient bon à évaluer la qualité d'un titre, le plus qu'on met les chances de notre côté. Là, donc, si on développe ça, ou de suivre... des gens qui sont capables de le nommer. Là. Donc, comme je l'ai dit, je vais mettre le lien de l'article du blog sur le site web de daytrading.net dans la description. J'espère que ça vous inspire. J'espère que ça va vous faire cheminer. On rentre vraiment dans des sujets, comme je le disais un petit peu plus tôt, avec un raffinement. Ça, je trouve, c'est pas quelque chose qu'on parle d'emblée tout de suite. Quand on se lance dans le trading, on doit apprendre des choses avant. Là, on devient plus comme des poètes. Là. On a appris notre alphabet dans les autres épisodes. Là, on va développer vraiment cette subtilité-là qui va faire une différence. En tout cas, je le souhaite. Donc, je finis avec ma maxime. Le trader qui sait avec certitude identifier les titres de qualité verra non seulement son risque diminuer, mais aussi son edge prendre de l'ampleur, tout comme, on le souhaite, son capital. Alors, bon trading à tous. À la semaine prochaine. Bye bye.